Donc pour cette dernière partie de cours d'introduction sur la tectonique des plaques, on va parler de tectonique des plaques au sens strict du terme, et notamment sur l'histoire de la tectonique des plaques. Alors, lorsqu'on parle de tectonique des plaques, souvent on va citer Alfred Wegener en premier, qui proposa par des observations qui sont à la fois géographiques, stratigraphiques, lithologiques, paléontologiques, l'existence d'un continent unique, il y a environ 280 millions d'années, appelé la Pangée, et que ce continent se fractura pour donner l'organisation actuelle. Alors, ce modèle qui s'appelle la dérive des continents, qui n'est pas de la tectonique des plaques, il avait comme proposition de glisser dans ou à la surface de la croûte océanique, ce qui était mécaniquement et conceptuellement mal accepté, et ce qui a valu à Wegener d'avoir sa théorie réfutée par un grand nombre de ses confrères. Par la suite, en 1928, Arthur Holmes propose un mécanisme de convection dans le manteau. Et ce phénomène de convection est potentiellement un moteur de la dérive des continents. Donc c'est bien la convection mantélique. Lorsqu'on remonte le temps encore, on va avoir Mary Tarp qui va découvrir l'existence du rift dans l'axe des dorsales et qui va, du coup, en fait, en voyant la symétrie, parce qu'elle dessinait les cartes des fonds océaniques par symétrie par rapport à ce rift, cette grande chaîne volcanique, qui deviendra par la suite, dans le modèle, la zone de formation de la croûte océanique. Lorsqu'on continue, on attribue souvent à Harry Hess la théorie de tectonique avec le modèle de double tapis roulant depuis la divergence au niveau de la ride océanique, dans un article publié en 1962. En 1963, Vine et Matthews observent la symétrie des anomalies magnétiques de part et d'autre des rides océaniques, ce qui confirme bien ce modèle de divergence au niveau des rides océaniques. Et puis à partir de là, il y a eu tout un tas de travaux divers et variés pendant les années 60 et 70, qui a été une véritable explosion du modèle de tectonique des plaques. Et on pourra citer notamment en 1967-68 Morgan, puis Mackenzie Parker, qui propose un modèle de plaques, avec notamment les travaux de Xavier Lepichon, qui proposait 6 plaques tectoniques. Maintenant, il y en a beaucoup plus, et puis ça dépend comment on les découpe. Donc on a une véritable tectonique des plaques à partir de ce moment-là, parce qu'on avait déjà un modèle tectonique, maintenant on a un tectonique avec des morceaux les uns par rapport aux autres. Alors le mécanisme qui est mis en avant est souvent le mécanisme de convection mantélique. Alors il faut bien faire attention à cette vision de convection mantélique. La vision qu'on peut trouver classiquement et historiquement dans la tectonique des plaques, c'est la vision de matériel froid à la surface qui va plonger et une quantité équivalente de matériel chaud qui provient de la profondeur qui va remonter, ce qui nous fait une grande convection mantélique. Ce modèle, il est plutôt amendé parce qu'il n'est pas réaliste en fait par rapport à un grand nombre d'observations, et on va lui préférer deux autres modèles, notamment le modèle dit de chauffage interne ici, où le manteau qui est principalement chauffé par des réactions de radioactivité dans sa masse. La radioactivité il est assez faible en moyenne, mais c'est tellement gros qu'il va y avoir une énorme quantité de chaleur qui va être produite. Et donc on va avoir un chauffage interne ici, et bien du matériel froid qui va plonger au niveau des subductions. Et le modèle qui va être préféré, ça va être ce modèle ici, avec toujours ces plongements de grandes quantités de matière, de matériel froid, depuis les zones de subduction de la croûte océanique. Ce chauffage en interne par la radioactivité, mais aussi une remontée en petite quantité de matériel depuis les zones les plus profondes, en fait, depuis la couche des secondes. Ce sont les panaches au niveau des points chauds notamment. Et donc dans cette tectonique des plaques, on va avoir un système qui va être global, comprenant des plaques et donc des dorsales lentes, sans subduction, et des plaques dorsales qui vont être rapides avec subduction. Et comme ce système de subduction va avoir tendance à accélérer le phénomène, il va tirer le système. Et donc on va préférer un modèle, non pas de tapis roulant avec la convection qui pousse la plaque vers le plongement, mais bien la plaque qui, en plongeant, du fait d'un différentiel de densité, parce qu'elle est devenue
plus dense que le matériel qui est en dessous, va se mettre à plonger dans le manteau et va tirer le système. Cette convection, qui est donc une grande convection à grande échelle, va être avant tout tirée par la subduction et non pas poussée par la convection. Cette convection mantélique, principalement issue de la traction par plongement de la lithosphère, elle est visible notamment lorsqu'on fait une coupe sismique ici. Donc en fonction des vitesses des ondes P, que l'on représente ici en 2D, on va avoir des variations de vitesse qui vont marquer si le matériel est plus froid ou le matériel est plus chaud. Donc ici, par exemple, en bleu, le matériel plus froid est bien imagé, c'est la subduction de la plaque pacifique sous l'Amérique du Sud. Par contre, au niveau de la dorsale, ici, on n'observe pas de grands panaches venant de la profondeur, mais simplement une anomalie un peu plus marquée de température qui vient compenser, qui vient se mettre en place à ce niveau-là, formant la croûte océanique, compensant la perte au niveau de la zone de subduction. Et donc, au final, on va avoir un modèle actuel qui privilégie la force de traction fausse, donc la subduction comme moteur, c'est le modèle de cinématique du mouvement qui va être observé, et non pas de poussée au niveau des dorsales. Et il faut donc oublier l'image du tapis roulant au profit de la traction par la subduction. Les conséquences de la tectonique des plaques vont être principalement des déformations des plaques qui vont être liées au déplacement de ces plaques sur un ellipsoïde. Donc vous êtes en train de vous déplacer sur ce globe, donc c'est pas une sphère parfaite, qui en se déplaçant va déformer nos plaques qui en sont à sa surface. On va avoir des fractionnements des plaques, des réorganisations, ce qui va concentrer localement la sismicité, principalement aux frontières des plaques. Et des plaques, il y en a beaucoup. Alors, il y a plusieurs moyens de découper ces plaques. Alors, les majeures, qui vous sont présentées ici, très grandes plaques comme eurasiennes ou nord-américaines. Alors, des plaques plus petites, comme la plaque Juan de Fuca, ici. Et puis, il va y avoir des micro-plaques. Et il est possible de subdiviser certaines grandes plaques en plus petites plaques. Par exemple, on pourrait subdiviser la plaque ibérique, souvent, qui est subdivisée, ou adriatique, en Europe. Donc il est possible de redécouper ces différentes plaques en fonction de leur taille et de leur histoire. Mais voici le schéma global, à grande échelle, des plaques que vous pouvez retenir. Et enfin, grâce à cette formation des plaques, on va avoir une cartographie des fonds océaniques qui vont marquer cette complexité tectonique à grande échelle, avec des plaques qui vont être beaucoup plus jeunes, comme la plaque Nazca, par rapport à des plaques beaucoup plus anciennes, comme la plaque Pacifique ici, qui est en subduction, et même des lambeaux de plaques encore plus anciennes en Méditerranée, comme ici, ou des plaques ou des systèmes encore plus jeunes, comme ici des micro-plaques qui sont en cours d'ouverture dans différentes zones ou encore dans la mer Rouge. En conclusion, la tectonique des plaques va résulter d'un ensemble de mécanismes physiques dans les couches principalement superficielles de la Terre. Ce phénomène provoque des états de contrainte qui vont entraîner des déformations et de la sismicité, qui vont se concentrer principalement dans les zones de frontières de plaques. Il faut bien se rendre compte que la tectonique de plaques fut une véritable révolution en sciences de la Terre, mais que la compréhension des mécanismes et son évolution au cours du temps, je parle de la théorie, l'évolution de la théorie a quand même été largement affinée depuis les années 60, avec des nouvelles observations, des nouvelles méthodes. On va dire que le concept général est toujours le même. Et enfin, par la suite, on va voir que les bassins épicontinentaux et océaniques évoluent au cours du temps, et ce, au gré de la tectonique des plaques, en suivant un cycle qu'on appelle le cycle de Wilson, que je vous présenterai dans le cours suivant.